Le 5 octobre 1804, à 55 km du cap Santa Maria au Portugal, la frégate Nuestra Señora de las Mercedes est abattue violemment par la marine royale britannique. L'attaque est totalement inattendue et viole la paix d'Amiens de 1802, un traité contracté entre la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, et formulé précisément pour éviter les agressions et faire la paix. Oups. Les 275 membres de son équipage meurent noyés et le bateau fait naufrage avec à son bord un énorme trésor. Ce dernier transportait en effet une énorme cargaison d'or, d'argent et de cuivre qui trouvera sa perte dans les profondeurs de l'océan Atlantique. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour le navire, sans compter sur l'expédition menée en 2007 par une entreprise américaine nommée Odyssey Marine Exploration et spécialisée dans le sauvetage d'épaves marines. Ils retirent quelques 600 000 pièces de l'épave et s'en vont avec le butin en direction des États-Unis afin de revendiquer devant un tribunal de Floride la propriété du trésor pour le revendre. C'est nôtre. C'est nôtre. Nous, on se baladait. Et là, un trésor. Bon, on peut le garder. L'Espagne finit par apprendre la nouvelle, ce qui donne lieu à une bataille juridique sans précédent qui durera plus de 5 ans. L'entreprise en question est ce qu'on pourrait appeler une entreprise de chercheurs de trésors 2.0. En fouillant l'épave en 2007, les apprentis Indiana Jones ont arraché des eaux une multitude de pièces en laissant derrière eux les objets jugés moins intéressants et un site archéologique dévasté. Outre le fait que cette pratique soit assez problématique, je veux dire fouiller sans autorisation et vouloir s'approprier à des fins pécuniaires la propriété d'un butin qui revient à un autre pays, ça se fait bif-bof. L'excavation improvisée de l'Odyssée soulève plusieurs questions. Lorsqu'en 2014, l'Espagne alloue des fonds pour la fouille de l'épave et la préservation de ses artefacts, les archéologues découvrent sur place des restes archéologiques détruits ou dispersés. Alors probablement en raison de l'attaque en elle-même, mais également et surtout à cause des techniques très discutables employées par l'entreprise de pillage. Autrement dit, l'état des ressources archéologiques sur place a été très fortement endommagé à cause du passage des pilleurs. Une triste anecdote, me direz-vous. Pourtant, il ne s'agit pas d'un cas isolé. En fait, l'histoire que je viens de vous raconter là, elle fait partie d'un des marchés noirs des plus prolifiques et des plus méconnus du grand public et qui détruit notre patrimoine. Le souci, c'est que ça va avoir un impact colossal sur notre compréhension du passé et également sur notre avenir. Pourquoi ? Eh bien c'est justement ce que je vais vous montrer. Pendant plusieurs mois, j'ai enquêté pour vous. J'ai eu l'opportunité d'interviewer des policiers, archéologues et une dizaine d'autres acteurs de ce milieu pour vous montrer tout ce qui se joue dans les coulisses du trafic illicite d'antiquités. Bon alors déjà, avant de commencer, on va reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est quoi le trafic illégal d'antiquités ? Alors selon la Commission européenne, on entend par trafic de biens culturels tout ce qui concerne le déplacement ou la conservation de façon illégale de tout bien appartenant au patrimoine culturel. Donc possédant une valeur artistique, historique, archéologique, enfin vous comprenez. Donc, typiquement, si demain vous vous réveillez avec l'envie irrépressible de déboulonner cette statue allemande de Nuremberg Albrecht Dürer pour l'exposer dans votre salon, alors déjà, je me permets de quand même fortement critiquer vos goûts, parce qu'elle est quand même éclatée au sol, mais surtout, ce serait du trafic illégal de biens culturels. Le trafic de biens culturels, ça peut aller du simple vol aux fouilles archéologiques illégales, voilà, spéciale dédicace à Indiana Jones et autres Lara Croft, en passant par le pillage d'objets d'art en temps de guerre. À l'heure actuelle, il s'agit d'un des trafics les plus répandus et qu'on a malheureusement beaucoup de mal à enrayer, étant donné qu'on manque des outils nécessaires pour lutter contre ce problème. Pourtant, le pillage illégal d'artefacts, c'est absolument pas une problématique moderne. Dès l'Antiquité, on voit apparaître des formes de pillage archéologique. Alors avec par exemple les célèbres voleurs de tombeaux de l'Égypte ancienne, qui attendaient parfois plusieurs centaines d'années et élaboraient des plans mais incroyables dignes des plus grands Ocean Eleven pour accéder aux biens enterrés avec le défunt. Ou encore, plus récemment, avec par exemple l'âge d'or de l'archéologie romantique, entre le 19e et le 20e siècle, qui a vu des dizaines de pseudo-archéologues débarquer dans les pays étrangers pour se servir de leur patrimoine de façon plus ou moins légale et gonfler les collections de leurs propres musées. Alors, on va pas s'étendre sur ce point précis parce que ça fera le sujet d'une vidéo à part entière. Mais pour vous donner une idée, le pillage, ça ne concerne pas seulement les vols d'antiquités par les personnes individuelles et peu scrupuleuses. Parfois, ça peut aussi concerner des acteurs comme un pays tout entier.
Et justement, une des problématiques de ce trafic, c'est que les formes qu'il peut prendre sont très nombreuses et composent une chaîne complexe. Les raisons pour lesquelles des individus s'impliquent dans des fouilles illicites, elles varient d'une région à l'autre. Dans certains pays et provinces, les gens se livrent à des fouilles illégales pour trouver des objets revendables en raison de l'extrême pauvreté. Et quand on interroge ces populations locales, elles expliquent qu'elles voient ces artefacts comme des cadeaux de leurs ancêtres qui leur permettent de survivre. Mais une des raisons également citées par ces populations, c'est la menace. Les gens sont parfois forcés par des groupes criminels à participer aux fouilles et punis s'ils ne trouvent rien. Des recherches au Cambodge ont d'ailleurs révélé que les Khmers rouges, donc c'est un mouvement politique et militaire extrémiste, ils distribuaient des détecteurs de métaux aux populations locales dans les villages et attendaient d'elles qu'elles trouvent des artefacts afin que l'organisation puisse générer un revenu. Les groupes organisés constituent une partie importante du trafic. Il s'agit de toutes ces personnes qui sont parfaitement au courant du caractère illégal de tout ça, mais qui contribuent sciemment au pillage. C'est une pratique très répandue par exemple dans les pays en guerre, où en raison de la période de troubles politiques, des groupes en profitent pour piller allègrement le patrimoine, au point où la demande est parfois même trop forte. Un passeur syrien admettait par exemple qu'en raison de la demande croissante, environ 50% de ce qu'il recevait était faux. Ces réseaux organisés sont très présents sur le dark web, alors plus précisément sur le deep web, avec par exemple les réseaux terroristes, les acheteurs de biens ou encore les collectionneurs. Alors là, on parle d'exemples qui sont plutôt étrangers, mais sachez que la France et l'Europe ne sont pas en reste. En juillet 2018, une enquête pour recel de vol en bande organisée, blanchiment et escroquerie a été ouverte sur le sol français. À ce jour, cette enquête a permis l'arrestation de 5 personnes soupçonnées d'avoir revendu pour environ plus de 10 millions d'euros de biens. Et fait surprenant, les coupables ne sont absolument pas de sombres revendeurs sous le manteau à la sauvette, mais de prestigieux acteurs du milieu très feutré du monde de l'art parisien. Alors on a le patron d'une très célèbre maison de vente, le président de la maison Pierre Berger et Associés, un expert de l'archéologie méditerranéenne, une ancienne conservatrice du Louvre et un galeriste parisien réputé de la rive gauche. Ces 5 personnes ont été interpellées et soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic d'antiquités provenant de pays instables du Proche et Moyen-Orient. Une histoire drôle, à un moment donné, je reçois une information que 2 pièces, 2 petites statuettes égyptiennes se trouvent chez un antiquaire ici en Belgique. La blanche, d'après lui, a été volée dans les réserves d'un musée à Caïro et l'autre venait d'un site archéologique un peu plus loin. Le conservateur, lui, il commence à paniquer parce que lui, il avait demandé à ses collègues en Caïro de vérifier dans les réserves. Et là, ils avaient constaté que dans la réserve, la pièce blanche a été remplacée par une copie en plâtre. Ça veut dire qu'il y a des trafiquants qui sont au sein même des musées? Oui, c'est bien possible, parce que là, il y avait il y avait une collaboration interne. Oui. Oui, tout à fait. La question est d'autant plus polémique que dans certains pays, les personnes impliquées dans ce genre de trafic sont elles-mêmes des personnes à responsabilité ou des personnalités politiques, ce qui rend les choses encore plus délicates. Sadly, there are lots of examples. A police officer, Mithat Erdal, was assassinated when he was investigating an organised group of antiquities traffickers who he suspected included superior officers in the police force. And an archaeologist, Merhumer Merve Kachmush, was intensely pressured to hide the fact that some objects in the museum where she worked were missing. And she refused to pretend that the objects were there. The mobbing, the bullying, the psychological torture, in the end, broke her, and she took her own life. Et pour compliquer les choses, outre les formes de trafic organisées, on trouve aussi dans le tas des formes de trafic amateurs. On pourrait par exemple parler du cas des pilleurs de trésors 2.0. Contrairement à la croyance populaire, la majorité des artefacts pillés ne sont pas vendus exclusivement sur le dark web, mais aussi sur des sites web publics comme par exemple eBay ou via les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou WhatsApp. Il existe un véritable réseau sur internet de fouilleurs amateurs qui partagent des vidéos et des photos des découvertes de chacun, sur des forums par exemple, et ne sont généralement pas conscients du fait qu'ils commettent un crime. Ou alors tout au plus ils considèrent leur action comme un crime innocent, insignifiant et peu grave. Parmi eux, on trouve par exemple le cas des détectoristes, c'est-à-dire les personnes qui utilisent des détecteurs de métaux pour trouver des objets dans le sol, bien que ce soit complètement illégal en France.
L'argent peut être une incitation pour la plupart d'entre eux, mais le motif principal est plus souvent l'adrénaline, la collection ou encore l'attrait de l'aventure. Et je sais que certains d'entre vous sont probablement en train de se dire que c'est pas grave de déterrer une malheureuse pièce avec un détecteur à métaux, ça fait de mal à personne, c'est une passion comme une autre. Et cette réflexion, elle est très intéressante puisqu'elle me permet de mettre en lumière le deuxième point dont je voulais vous parler, à savoir les conséquences parfois insoupçonnées que ce trafic peut avoir sur le monde et même sur vos vies à vous. En fait, le souci, c'est que les ressources archéologiques possèdent plusieurs intérêts. Tout d'abord, et ce qui motive souvent les pillages, c'est que l'investissement dans l'Antiquité, c'est une valeur sûre. Peu importe l'époque, il y a donc un intérêt financier. Seulement, ces biens culturels représentent également un intérêt scientifique. C'est grâce à eux qu'on peut étudier et comprendre notre passé. Le patrimoine archéologique et culturel est indispensable à la connaissance de notre humanité, de notre histoire, de qui nous sommes, d'où nous venons. Et priver les spécialistes d'étudier ces objets, ça revient à détruire de façon irrévocable un pan de notre passé. Le patrimoine culturel n'est pas une ressource renouvelable. Si vous avez à peu près mon âge, vous devez être assez bien éduqué aux questions environnementales, au caractère non renouvelable de certaines ressources. Eh bien, imaginez que tout comme la faune et la flore, si on détruit ou perd la trace d'un artefact, on ne peut pas revenir en arrière. On ne possède malheureusement pas une quantité infinie de patrimoine culturel. Si on le détruit ou si on le revend plutôt qu'on ne l'étudie, eh bien, on se sépare au passage d'un morceau de notre histoire. Déjà, est plutôt logique parce qu'on perd la trace de l'objet en lui-même, qui aurait pu nous donner une multitude d'informations sur son fonctionnement ou son époque. Mais également parce qu'on déconnecte l'objet de son contexte. Ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que les archéologues, ils se contentent pas de retirer les objets du sol et puis c'est tout. L'environnement de l'objet contient lui-même une mine d'informations hyper importante pour comprendre notre histoire. Prenons un exemple. Imaginez que vous soyez un enquêteur chargé de résoudre un crime fraîchement commis. Imaginez maintenant que quelqu'un qui n'est pas le tueur passe sur votre scène de crime pour voler un bijou sur place, en mettant au passage des dizaines d'empreintes supplémentaires et en bougeant les objets présents. Seulement, vous ne retrouvez que le bijou volé, pas la scène de crime. Certes, vous avez trouvé un indice, mais l'indice seul ne vous permet pas de tirer des conclusions sur le crime. Dans l'autre sens, si vous trouvez la scène de crime, mais que celle-ci a été complètement altérée par le passage du voleur de bijoux, ça rend les choses encore plus difficiles pour l'enquête. Vous pourriez par exemple suspecter le bijou volé d'être à l'origine du meurtre. Ou encore les traces de pas celles de l'assassin. Ça embrouille tout. Eh bien, il en va de même pour l'archéologie. Comme on l'a vu au début de l'épisode avec l'exemple du navire coulé, piller, c'est aussi détruire. Nous sommes donc en train de consommer à grand feu le peu de patrimoine culturel dont nous disposons, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et les conséquences, elles s'arrêtent pas là. Au-delà de la perte que ça représente pour l'humanité, le trafic de biens a également des répercussions sur nos sociétés actuelles et sur leur développement. Parce que oui, voyager dans un pays et en ramener des morceaux de son histoire, c'est pas anodin, c'est priver des peuples d'un patrimoine qui fonde leur identité et participe à leur développement. Alors déjà pour l'intérêt scientifique qu'on a évoqué, mais aussi parce que le patrimoine culturel contribue à la croissance d'un pays, à son tourisme, à son histoire, etc. D'un point de vue éthique, priver un peuple d'accéder à son histoire, ça peut être sérieusement discuté. Un autre point hyper important, c'est le lien entre le trafic d'antiquités et le terrorisme. Le trafic illégal d'antiquités alimente le terrorisme. Ces antiquités qu'on ramène de pays en guerre, elles sont rapportées au prix du sang. Et même un petit revendeur français, il peut sans le savoir contribuer indirectement à ces crimes. Ok, mais du coup, que faire? J'ai rencontré plusieurs spécialistes sur la question, donc des policiers ou des experts dans le domaine de la lutte contre le trafic de biens culturels. Et une des choses qui est le plus ressortie de ces entretiens, c'est l'impuissance à laquelle sont souvent confrontées les personnes qui sont censées enrayer ce trafic. Par exemple, je peux vous citer maintenant un dossier, une saisie d'un masque guatémaltèque en 2009 par la douane. Et c'est seulement maintenant qu'on a eu l'autorisation du parquet pour la restitution de Guatemala. Vous voyez, ça prend certains dossiers plus que 10 ans avant qu'on a vraiment une réponse définitive pour la restitution. Vu que en général, c'est international, il faut continuellement
motiver le magistrat ou le juge d'instruction de faire des demandes officielles à nos voisins pays. Donc, il laisse souvent traîner ces dossiers. Il porte très peu d'importance des dossiers pareils. Et ça, c'est un sérieux problème. My name is Leonie Bauknecht. I work for the Dutch National Police. It's never been a priority within the Dutch police. So it's always difficult to address when something is happening in this subject to make sure that it gets all the attention that is needed. Yeah. J'ai travaillé 15 ans à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, donc l'office français rattaché à la direction centrale de la police judiciaire. C'est un sentiment qui est partagé effectivement par beaucoup de policiers qui sont spécialisés. Dans la foultitude, j'ai envie de dire, d'objets à traiter auxquels il faut donner des réponses rapidement, eh bien le bien culturel, c'est pas une priorité. On a pris conscience qu'il y avait une nécessité à échanger. Maintenant, vous dire que pour autant les unités ont été gonflées, Lucas Verhagen, il est tout seul dans son bureau. Les Espagnols sont pas très nombreux non plus. Et puis vous avez des magistrats qui, quand vous leur racontez votre histoire, effectivement, peut-être qu'on vient de leur relater un fait violent, donc du coup, ils minimisent beaucoup, voire un petit peu, vous renvoient un peu dans vos cordes en disant oui, bon, on verra plus tard, quoi. Je résume un peu la situation. Autrement dit, les autorités manquent très souvent de moyens et ces dossiers ne sont pas considérés comme prioritaires. Les procédures sont super longues et n'aboutissent que très rarement. Un autre facteur aggravant ce problème concerne les peines encourues en cas d'infraction. Souvent, l'objet sera simplement saisi sans répercussion pour la personne et de toute façon, les amendes sont vraiment très faibles. Du fait que ces crimes ne soient pas considérés comme graves car ne mettant pas directement en danger la vie des gens, ajouté au fait qu'il s'agit d'un problème international, donc qui demande d'être raccord avec les autres pays, il y a un véritable désintérêt des forces de l'ordre sur ces thématiques. À toutes les unités, nous avons un trafic illégal d'artefacts sur la 3. Ok Denis, m'en bats les couilles. Lorsqu'on cumule ça avec les risques encourus pour les revendeurs qui sont vraiment minimes, petites amendes donc ça vaut le coup de tenter, ça encourage le trafic et ça alimente le sentiment d'impunité. Je sais que tout ce que je suis en train de vous raconter, ça peut vous sembler hyper déprimant, mais sachez qu'on n'est pas complètement impuissant quand même face à la situation. Déjà parce que les autorités de chaque pays travaillent de plus en plus à l'amélioration des systèmes en place, par exemple avec la création d'unités dédiées. L'Europe soutient des projets de recherche pour développer des solutions, comme par exemple le projet NetShare qui permet de mettre en relation les différents acteurs de cette lutte pour qu'ils puissent s'entraider. Par exemple, si un policier a besoin de l'expertise d'un archéologue pour une enquête, le projet NetShare peut le mettre en relation avec un spécialiste. Également, on sait qu'il est possible de réduire drastiquement ce trafic. Samuel Hardy m'expliquait que grâce aux mesures prises au Mali, c'est 75% du trafic qui avait pu être stoppé. Mais un autre levier qui pourrait être décisif dans cette lutte, c'est vous. Ça peut passer par des actions quotidiennes, comme par exemple déjà ne pas voler d'objets culturels. Ça peut paraître logique, mais je préfère le rappeler. Ne faites pas ça. Le fait de respecter les lieux où vous voyagez, de vous rendre dans les musées pour les soutenir, de faire attention à la provenance des objets anciens que vous pouvez acheter, mais aussi, pourquoi pas, d'interpeller vos élus sur la question. Rien que le fait de regarder cette vidéo actuellement contribue à diffuser ce message. L'idée, c'est que tout le monde soit juste un peu plus conscient de ce qui se joue actuellement et de ce problème catastrophique. On manque pas de sensibilisation et d'informations visant à améliorer notre monde. La protection des animaux, le réchauffement climatique, la prévention de certaines maladies. Avec autant de causes qui se disputent votre attention, je comprends que les objets culturels ne soient peut-être pas une priorité dans votre vie. Pourtant, ils devraient être considérés comme une pierre angulaire visant un avenir meilleur. Oui, les objets ne sont que des objets. Cependant, les créateurs de ces objets étaient eux de vraies personnes qui, à travers leur création, ont transmis leur âme artistique, leur sagesse, leur culture et leurs connaissances. Notre capacité à tirer des leçons des découvertes de personnes qui ont vécu beaucoup plus tôt que nous a, par exemple, permis de nous engager aujourd'hui dans des pratiques démocratiques, ou encore de développer des vaccins. Les biens culturels contribuent au monde et à toutes nos vies, non seulement par les informations scientifiques fondamentales qu'ils transmettent, mais aussi en raison de leur valeur historique et de leur fragilité, quelque chose qui unit les gens, en dépit de leurs différences.
Plus sérieusement, je sais que c'est un sujet qui est un peu dense, mais il est excessivement important que notre génération se l'approprie également. Sinon, ça va se faire sans nous. Aujourd'hui, c'est une problématique qui n'est quasiment pas du tout mise en avant par les médias, et à mon sens, c'était très important de vous en parler aujourd'hui. Si vous souhaitez vous renseigner davantage, sachez que le programme NetShare dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt met justement à la disposition du public des informations, donc n'hésitez pas à aller consulter ça. C'était un épisode passionnant à écrire. Je remercie infiniment tous les membres du projet NetShare qui m'ont énormément aidé, ainsi que tous les spécialistes, experts qui ont pu me renseigner et qui ont réalisé des petites interviews avec moi pour que je puisse écrire mon script. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et un grand merci aux tipeurs de l'émission sans qui je ne pourrais tout simplement pas réaliser ces épisodes. Donc merci les gars, franchement vous êtes super. Voilà, en attendant de se retrouver là-bas ou ailleurs, eh bien je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.